Morgan Fallon. Il y aura 15 ans cette année, toute ma famille a été massacrée. Mais sachez que l'affaire est classée. Non, elle ne l'est plus. Tout le monde paie. Personne n'est intouchable. Tu seras le chasseur, mais tu seras aussi la proie. Si vous tuez quelqu'un, n'importe qui, vous deviendrez comme eux. Jeudi prochain, dans Made in America. Vol de nuit, le nouveau magazine culturel présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Toute l'actualité du multimédia, les nouveautés littéraires et l'adaptation au cinéma. Vol de nuit, 2e édition, dans un instant. Voilà le dernier né de Ricola au thé vert. Green Mint, rafraîchissant et bienfaisant. Imaginez un monde où les aliments se conserveront vivants. Bienvenue au XXIe siècle Fagor. Électroménager Fagor. Le plus agréable dans les pâtes fraîches, ce n'est pas de les faire. Demi-lune fraîche, lustu cru. Bon, je te laisse. À plus tard. Ce qui est bien avec les mobiles, c'est qu'on peut parler à qui on veut, quand on veut. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait d'avoir un forfait qui s'adapte automatiquement à votre temps de parole. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de parler beaucoup et d'autres où on n'a pas vraiment envie. En fait, ce qui serait bien, ce serait d'avoir Optima d'Itinéris. Itinéris, le mobile selon vous. Leçon de beauté numéro 1, être soi-même. Leçon de beauté numéro 2, être soi-même. Leçon de beauté numéro 3, être soi-même. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Born to be wild. Vous voulez des reflets? Sans changer de couleur. Essayez Reflet Naturel de Keranov. Avec la crème sans ammoniac Reflet Naturel, vous donnez de la brillance, de la couleur à vos cheveux pendant 6 à 8 semaines. Le résultat avec Keranov, c'est celui que vous attendez. Keranov, le laboratoire de beauté du cheveu. Hey, c'est sur Internet! Des enchères entre particuliers? J'y crois pas. Du calme! Il y en aura pour tout le monde sur ibazar.fr. Moi, Simone, je peux tout vendre et tout acheter sur Internet à des prix incroyables. Et un téléphone, c'est possible? Je clique sur la rubrique téléphonie, répondeur, un livre, numérique, sans fil. Hein? Je veux une voiture! Un disque! Des timbres! Une enclume! www.ibazar.fr. Plaisir d'enchères, plaisir d'affaires. Avancez seul. Avancez à contre-courant. Avancez sans peur. Avancez votre départ en retraite. Avancez comme vous pouvez. Avancez à découvert. Avancez coûte que coûte. Avancez à deux. Avancez dans tous les sens. Avancez sans réfléchir. Avancez sans y penser. Avancez en famille. Avancez comme vous voulez. Avancez. malgré tout. Avancez, mais avancez l'esprit libre. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance.
TéléZ, retrouvez Jean-Pierre Foucault et ses invités. C'est le requiem pour un con. Près des étoiles, au jardin, lumière et d'argent. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. C'est la même chanson. Vendredi, avec Jean-Pierre Foucault, redécouvrez des tubes de toujours. Chantés par des artistes d'aujourd'hui dans des versions toutes neuves. Avec Florent Pagny en duo avec Joe Cocker, François Valéry, Donna Summer, Morane, Bruno Pelletier. Parce que les chansons sont éternelles, toutes les générations se retrouvent. Alors vendredi à 20h55 sur TF1, c'est la même chanson. Vitamine, énergie, la force de la F1 avec les shampoings Elsef de L'Oréal. Vivez le championnat du monde de Formule 1 avec Alfa Romeo. Dimanche matin, les uns auront déjà gagné 1 heure de sommeil. Les autres s'apprêteront à gagner un titre mondial. Ferrari l'attend depuis 20 ans. McLaren rêve d'un doublé. Alors, Irvine ou Hakkinen? Le Grand Prix du Japon, dimanche 5h35 en direct sur TF1. Le titre de champion du monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bonsoir à tous ou rebonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir été si fidèles en nous regardant ou en nous écrivant et d'avoir ainsi permis l'envol de Vol de nuit. Et je pense que grâce à vous, le trajet sera désormais très long, pour longtemps en tout cas. Et tout de suite, le sommaire d'une émission qui devrait être décoiffée, vous allez voir. Haro sur l'enseignement. Alors que plusieurs profs prennent la plume pour crier leur ras-le-bol, Vol de nuit nous emmène à la rencontre d'un privilégié, l'écrivain et professeur Philippe Delerme, qui enseigne toujours en Normandie. Voilà, vous essayez. Là, si vous pouvez reprendre le texte de Lucrezio sur les oranges qu'on avait expliqué l'autre jour. Seka Pianovic, correspondante de guerre pendant 4 mois sur son courrier électronique, cette Serbe installée à Besançon a recueilli les messages de ses compatriotes. Elle témoigne aujourd'hui avec Laure Bezeau. Nous avons donné à cette machine, qui n'est qu'une machine, nous lui avons donné un cœur qui battait, qui bat depuis le 24 mars. Invité coup de cœur de Patrick Poivre d'Arvor, Dan Franck, il fait l'actualité avec 3 livres, dont un écrit avec Bilal. Ils seront tous les deux sur le plateau. Ils sont chômeurs, ils sont 17, ils ont écrit un livre, actuellement en tournage pour le cinéma, Sauve-moi. Mélanie Gambier nous emmènera à leur rencontre. J'ai fait passer un message, oui, certainement. Mais bon, c'est un petit message. Je crois qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver. Elle a cassé les conventions du roman traditionnel. Elle s'appelait Nathalie Sarraute. Elle fut l'invitée de Patrick Poivre d'Arvor il y a 10 ans. Ce soir, Vol de nuit lui rend hommage. J'ai toujours l'impression de ne pas exister aux yeux des autres, que les autres ne me voient pas. Alors, on va tout de suite commencer par ce débat sur l'école parce qu'il prend beaucoup d'importance en ce moment. Les livres d'abord sont abondants. J'ai reçu Sale Prof chez Fixo, L'horreur pédagogique chez Ramsay. Comme vous voyez, à chaque fois, les titres n'y vont pas avec le dos de la cuillère. L'Instit et le Mammouth, Journal d'un prof en colère d'Antoine Charrer, c'est Albin Michel. Et puis là, Lucette Allègre. À votre avis, Lucette Allègre, ça vous dit quelque chose ? C'est la maman, mais oui, c'est la maman de Claude Allègre, et institutrice, elle raconte dans un très joli récit l'école de sa vie, chez Bayard Éditions. Voilà, c'est le seul moment un peu agréable pour Claude Allègre dans l'émission, parce que pour le reste, les deux auteurs qui sont là ne sont pas tendres, à la fois Philippe Milner, qui vient d'écrire « À bas les élèves » chez Albin Michel, et Thierry Desjardins, qui vient d'écrire « Le scandale de l'éducation nationale » chez Robert Laffont. On va peut-être commencer par vous, Philippe Milner, parce que vous êtes l'homme du terrain. Lui, il n'est pas prof, il est journaliste. Et vous avez été dans l'histoire. Je comprends mieux que vous n'y soyez plus, d'ailleurs, parce que est-ce que vous vous êtes retiré, d'ailleurs, parce que vous avez pensé que votre pavé dans la mare allait tellement vous valoir de vindicte et de haine, ou est-ce que c'était programmé depuis de longue date ? Les deux, mon général, si j'ose dire, parce que
Je suis en rupture de banc, c'est vrai, d'école, sans faute d'orthographe pour le coup. C'est le rire qui l'emporte. Donc je n'aurais rien craint, je pense, au vu des réactions des élèves, parfois de mes anciens élèves. Peut-être du rectorat quand même. Non, parce que je ne dépendais pas ces dernières années de l'éducation nationale. Enfin, j'avais des bacs pro, ce qui fait que j'étais relié à l'éducation nationale. J'ai été maître auxiliaire dans la région de Toulouse dans les années 70. Mais j'ai aussi travaillé dans des boîtes à bac, ce qu'on appelle. Donc j'ai touché un peu les riches, les pauvres, les zones rurales, les zones urbaines. Et je ne craignais pas ma hiérarchie, tant il est vrai que ce livre n'est pas la énième thèse sur l'école, sur le thème Demain nos enfants, où va l'école. C'est une galerie de portraits. Et je n'attaque pas le système. Alors, les portraits sont gratinés quand même, hein, parce qu'on va commencer par ceux des élèves. Il y a la conne oiseuse, le faucheton odieux, il y a le diesel, ça m'a bien plu parce qu'il était un peu en retard à l'allumage. Il vous ressemble, c'est ça, non? Je t'ai diesel, moi. Ah, vous étiez bien diesel. Le dossier, mais... Bon. Il y a le rappeur inerte. Inepte, oui. Et inerte d'ailleurs aussi. Hein. Oui, c'est pas nécessaire d'être inepte pour être rappeur, mais ça aide. Et alors, vous les avez vraiment rencontrés? Ils sont en proportion aussi régulière chaque année, ou ils gonflent les rangs justement des cancres? Aussi inévitable que les grandes séries engendrent la statistique. Vous ne savez pas encore qui exactement, mais vous savez déjà quoi. Alors ce sont c'est le principe même de la galerie de portraits, c'est-à-dire des personnages récurrents qui peuplent les classes, qui sont caricaturaux, mais on ne fait pas rire avec des gens normaux. Mais il y en a des normaux quand même, rassurez-moi. Oui, la majorité. Ah bon, d'accord. Ah bon. Hélas, c'est normal. On fait pareil avec des gens normaux, et il y en a qui s'évertuent à ressembler à la caricature qu'on fait d'eux. Donc ils nous rendent la tâche plus facile. Mais des connes oiseuses, par exemple, il y en a plus qu'avant, ou le système a fait qu'il y en avait davantage? Celle-là, elle n'est pas datée. Le rappeur inepte est daté fin des années 90. Le DIRCOM, qui brille à l'extérieur pour être en toc à l'intérieur, est plus daté des années 80, les années fric, on appelait, vous savez, Bernard Tapie, tout ça. Queue de cheval, la conne oiseuse, alors c'est pas très gentil, mais elle l'a pas volé. C'est des gens qu'on rencontre tous les jours dans la vie civile, normale, qui mettent bout à bout des banalités oiseuses, des tartes à la crème, qui prennent cela pour de la pensée autonome, n'est-ce pas? Alors, dans les années 50, c'était le charcutier poujadiste, mais il n'a pas survécu à 56-58, celui-là, mais il ressurgit, avatar, si vous voulez, inattendu de la pensée à l'emporte-pièce, toute petite, c'est cette fameuse queue de cheval, ainsi nommée conne oiseuse. Alors ça, c'est pour les élèves, mais c'est pas fini, hein. Vous êtes aussi sévère avec vos collègues, donc j'imagine avec vous-même quand même. Il faut que je rappelle quand même votre parcours, parce qu'il était un peu étrange. Vous étiez à l'Union des jeunes communistes au début des années 70. Hein, oui, l'UJCML. Voilà, c'est-à-dire plus précisément communiste, marxiste et léniniste. Donc, une autre galerie de portraits d'ailleurs, depuis Karl Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao. Ce qui vous permet peut-être au passage d'être assez dur avec quelques gauchistes, là, vous repérez quelques de bataillons de professeurs gauchistes, vieux gauchistes attardés, qui n'ont pas l'air de s'être réveillés de mai 68. Oui, je suis du sérail, donc c'est d'un certain point de vue les gens qui m'impressionnent le moins, si vous voulez. Bon, je connais leurs petites faiblesses. Le livre commence sur le syndrome de 68. Pour faire bref, si vous voulez, c'est le vieux gauchiste pris à son propre piège. Il est tétanisé à l'idée d'interdire la libre parole et la créativité, taraudé par le rôle de flic idéologique qu'il ne veut pas être, n'est-ce pas? Et ce faisant, il veut transformer l'école en un vague lieu de vie avec activité d'éveil. Il nous décrit là, si vous voulez, un club de boy scout, pas une école. Alors non pas qu'il faille fouler aux pieds la créativité des gens et leur apprendre ce que c'est que le silence avant tout. C'est pas non plus les collèges de la Royal Navy. Mais l'école sert avant tout à transmettre un cadre. Quand j'ai dit cadre, j'ai dit contrainte. Et il ne faut pas céder à ce qu'on appelle le jeunisme. Parce que sinon, vous avez menteur tatoué sur le front, si vous voulez. Les jeunes eux-mêmes ne s'y trompent pas, d'ailleurs. Et alors, vous repérez aussi, à part ces gauchistes, le psychodémocrate Gogo, le tyro cul cynique, le sadique. Enfin, ça existe vraiment parmi vos collègues? Le psychodémocrate Gogo, moi, je le décris in vivo, et monsieur Thierry Desjardins le décrit in vitro, si j'ose dire. Parce que c'est cet adepte du pédagogisme
qui, voulant courir tous les lièvres, ne rattrape aucun, si vous voulez. Ça a des relents de ce que je décrivais comme étant le syndrome de 68, c'est-à-dire des gens qui ont, tous les jours que Dieu fait, une nouvelle idée. La situation n'est pas si mauvaise sans doute parce que les profs sont des pragmatiques qui font leur cuisine dans leur coin. Je crois que c'est ça qui sauve la situation finalement. Mais dites bien quand même parmi les profs, rassurez-moi là, parce qu'à vous le lire, c'est effroyable. Vous n'avez pas de réponse. Encore une fois, il s'agit d'une caricature des profs, des élèves ou des parents. C'est comme les guignols de l'info, si vous voulez. Tout le monde sait qu'il y a une différence notable entre la réalité d'un personnage et puis la marionnette. Bon. Ah bon. Oui. Bon de le savoir, oui. Personne ne s'y trompe, sauf les esprits simples. D'ailleurs, les marionnettes, si vous voulez, vivent leur propre vie, finalement, et elles se détachent elles-mêmes. Bon. Tout le monde a compris ce que c'était que le second degré et la caricature. Aucun homme politique ou journaliste ou sportif ne peut s'y laisser prendre, si vous voulez. Bon, tout le monde en rigole, il y en a même qui regrettent de ne pas être déjà rentré dans cette galerie de portraits-là, vous voyez. Alors, je reprends finalement le vieux principe de la peinture de caractère, qui consiste à étalonner des caractères qui, souvent, donnent le bâton pour se faire battre, il faut bien le dire. Ça peut le dire. Alors, vous ne donnez pas Thierry Desjardins dans le second degré, mais dans le pamphlet. Bon, cela dit, vous avez quand même eu le temps de lire votre collègue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai ce qu'il a dit, tout à fait. Il a fait une galerie de portraits, de caricatures, et quand on se promène un peu dans ce monde scolaire, on retrouve des tas de personnages qu'il avait croqués. C'est vrai. Et ça vous a plu, globalement? Oui, tout à fait. C'est amusant. En plus, c'est amusant sur un sujet qui n'est pas drôle en lui, qui est un sujet catastrophique. Ouais. Mais de temps en temps, c'est assez bon d'utiliser la caricature pour souligner certaines choses. Alors que vous n'avez pas les mêmes opinions politiques. Non, mais sur l'école, on est d'accord pour dire que ça va mal. C'est quand même ça le vrai problème. Alors, avant de vous entendre, on va écouter un garçon qui, lui aussi, est très connu, qui est un professeur, qui continue d'enseigner, qui, par ailleurs, écrit des livres, à succès, à grand succès même. Ce livre qui vient de sortir s'appelle Le Portique, donc il s'agit de Philippe Delerme. Et Philippe Delerme a imaginé dans Le Portique, d'ailleurs, un homme qui arrivait au terme d'une vie relativement pépère, mais en même temps toute triste, puisqu'il voit partir ses enfants, et édifie un portique dans le fond de son jardin. C'est d'une certaine façon une nouvelle voie qui se donne, une nouvelle ouverture. Et Philippe Delerme, c'était très intéressant de le rencontrer, de le voir travailler. C'est ce qu'a fait Valérie Broquis. Elle est allée en Normandie, et dans son collège de l'Eure, en classe de 3e, elle l'a vu travailler. Regardez-le. J'enseigne depuis près de 25 ans maintenant, en collège, avec des élèves qui vont de la 6e à la 3e, donc qui ont entre 11 et 16 ans. Là, je vais préparer le cours que je vais faire à mes élèves de 3e. Donc, la dernière fois qu'on s'est vus, on avait étudié un texte de Jean-Marie Leclésio, qui est un texte extrait de L'Inconnu sur la Terre, qui est un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas un roman, mais un livre fait de courts textes. Et puis, c'était un texte sur l'orange, une orange mangée au Nouveau-Mexique, donc. Et aujourd'hui, je vais lui opposer un texte de Ponge qui parle a priori de l'orange d'une façon un petit peu plus scientifique. Le but, c'est de susciter un exercice d'écriture, donc de faire écrire des élèves à partir de sensations sur d'autres fruits, d'autres légumes, par exemple, des choses qui leur sont vraiment personnelles. Alors, je vais vous montrer un objet que je trouve un petit peu symbolique. C'est une élève qui un jour m'avait rendu en guise de rédaction ça. C'était donc censé être le journal intime de Christophe Colomb quelques jours avant qu'il découvre l'Amérique, et la plupart des élèves avaient rendu une copie normale, et elle m'avait rendu cet objet. Et depuis, moi, j'ai eu j'ai un petit peu provoqué ce genre de choses, parce que je trouve ça très intéressant de personnaliser son travail à travers la façon de le présenter. Je trouve important de garder ce genre de liberté. C'est ça qui m'affole un petit peu dans l'évolution actuelle de l'enseignement, quand, par exemple, on demande à propos des élèves de 6e de leur faire écrire un conte en respectant des étapes qui sont extrêmement schématisées, avec même un vocabulaire structuraliste un peu mal digéré, du genre il faut un adjuvant, des actants, etc. Une mission, comme si c'était presque quelque chose de militaire. Voilà la route donc de Bernay. Mais ce qui est nouveau, c'est vrai que ce genre de poste qui a priori était facile à obtenir, maintenant est devenu quelque chose d'un peu recherché.
et que par contre, souvent, les jeunes professeurs sont obligés d'enseigner dans des banlieues difficiles où on se rend bien compte que c'est tout à fait un autre métier. Je crois que dans la plupart des collèges, enfin je dirais dans 2 collèges sur 3, les conditions d'enseignement sont devenues difficiles. Et j'ai bien le sentiment à ce niveau-là d'être un peu un privilégié. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est important de continuer à enseigner parce que je trouve que c'est une source d'équilibre, en fait. On a vraiment l'impression d'être dans la vraie vie, quoi, quand on enseigne. Et je trouve que c'est salutaire. Voilà, vous essayez. Là, si vous pouvez reprendre le texte de Le Clésio sur les oranges qu'on avait expliqué l'autre jour. Il disait que le goût, notamment, c'était de toutes les sensations, celle qui est la plus importante pour qu'on... Hein? Il avait dit que c'était la plus sucrée. Oui, il avait dit que l'orange, c'est ce qu'il y a de plus sucré. Il avait... Oui, parce qu'on devenait le fruit, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, que tout d'un coup, c'est le monde entier qui s'arrête, on devient les choses, on rentre dans l'orange, on devient l'orange elle-même. Et c'est vrai que c'était, à la fois des petites choses, mais en même temps, que cette toute petite chose, elle permettait tout d'un coup d'être au centre du monde, de devenir en quelque sorte l'orange. Vous vous êtes rendu compte en parlant que ça a réveillé des sensations. Je pense que vous avez des sensations de cet ordre avec d'autres fruits ou légumes. Et je vais vous demander d'écrire un petit texte d'imagination et de sensibilité sur des choses qui se passent quand on mange ou quand on touche ou qu'on a un rapport quand on vit comme ça avec des choses aussi simples. Sur ce qu'on veut, mais bon, a priori un fruit, un légume. On va le faire en classe, en fait. Ok. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même des endroits où ça se passe bien, où les élèves écoutent. Peut-être que nos camarades étaient là et ils étaient intimidés. En tout cas, ils écoutent. Vous, votre réquisitoire, le scandale de l'éducation nationale, il part peut-être de ce que vous avez lu à travers ce rapport de l'OCDE qui nous a prouvé qu'en 1995, on était un des pays les plus... Ah oui, l'OCDE a publié une étude absolument épouvantable affirmant que 40% des Français, de l'ensemble des Français, étaient illettrés. Alors il faut tout de même reconnaître que l'OCDE a une définition un peu particulière de l'illettrisme, puisque pour l'OCDE est illettré toute personne qui est incapable de comprendre le sens d'un texte usuel de 20 lignes et d'en faire un résumé de 5 lignes. Ouais. Alors ce n'est pas la définition du Larousse, ce qui fait que les autorités françaises ont refusé de publier ce rapport de l'OCDE, ce qui est un peu ridicule puisqu'il a été publié partout et que maintenant on a le téléphone, donc tout le monde connaît ce rapport, mais c'est vrai que ce n'est pas illettrisme au sens exact du terme. Cela dit, on peut se demander si quelqu'un... C'est quand même un rapport qui a permis à Gérard Collard de passer la barre, là, puisque vous réussissez maintenant à résumer un livre en plus de 5 lignes, quoi. Enfin, oui, il y a pas longtemps, mais donc il ne fait pas partie des 40%. Voilà. Mais pour être sérieux, c'est tout de même très grave, car quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre un texte usuel de 20 lignes est éliminé de la société, ne trouvera pas un vrai travail. Et ça nous met, cette étude nous met au niveau de la Pologne, qui est un pays de grande culture, mais qui a quand même connu des années difficiles. Aux États-Unis, on est à 8% d'illettrés. Alors c'est un vrai problème, parce que je vous rappelle que la France dépense chaque année 620 milliards pour son système scolaire. 620 milliards, c'est une somme considérable, mais disons c'est plus du double de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Donc 8% d'illettrés aux États-Unis, 40 ici, 40%. Au sens de l'OCDE, même sens aux États-Unis. Tout ça, c'est le résultat pour 620 milliards par an d'efforts. D'ailleurs, l'éducation nationale reconnaît elle-même que 40% des enfants qui entrent en 6e ne savent pas lire. Or, quand on passe du primaire, à la fin du primaire, on devrait savoir lire, écrire, compter. Et on entre dans le secondaire, où on ne va plus vous apprendre à lire, écrire, compter. C'est pas le rôle des professeurs du secondaire. Donc ces 40% d'enfants illettrés qui entrent en 6e sont perdus à tout jamais. C'est très difficile de les récupérer. Ils sont toujours en retardataire. Ils sont toujours en retardataire, et ce n'est pas le secondaire qui a pour mission d'apprendre à lire et à écrire. Et on va retrouver ces enfants, puisque maintenant, vous savez, la scolarité est toujours obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, mais en fait, 100% des enfants de 18 ans sont encore dans le système scolaire. Donc ces enfants vont arriver jusqu'à 18, 19 ans et vont être lâchés dans la vie active sans aucun bagage. Vous savez que actuellement, le système scolaire lâche dans la vie active 700 000 enfants par an à des niveaux différents. Il y a 700 000 personnes, jeunes qui quittent les écoles en général pour entrer dans la vie active. 60% d'entre eux n'ont aucune formation. Alors, ce qui vous inquiète aussi, c'est qu'on donne le bac à tout le monde, vous dites, hein, oui, à peu près 80% maintenant. On dit que c'est 72% officiellement le nombre de reçus, mais toute jeune qui rate son bac se représente. Et si vous prenez donc sur 2 ans
les résultats, vous apercevez que dans ce cas-là, c'est 96% de reçus. Donc on donne le bac à tout le monde, ce qui veut dire quoi? On s'étonne quand on voit dans les petites annonces, les offres d'emploi, des grandes surfaces qui demandent à un vendeur bac plus 2, ce qui semble monstrueux pour être vendeur dans une grande surface. Mais tout simplement parce que le bac n'a plus aucune signification. Et donc on oblige les jeunes qui ont eu leur bac, mais un bac qu'on a dans une pochette surprise, à entrer dans l'université, à passer 2 ans dans l'université pour avoir une chance d'être recruté comme vendeur dans une grande surface. Plus rien ne veut plus rien dire. Philippe Miller, vous n'êtes pas loin de penser ça. Vous êtes plutôt pour la suppression du bac, non? Sans aller jusque-là, si vous voulez, la funeste ambiguïté autour du bac est qu'une certaine tradition qui est forte en France, et le peuple français est très attaché à cette tradition de Jules Ferry et de son école et de son université, fait que le bac est le premier diplôme universitaire. Mais c'est en même temps aujourd'hui un diplôme de fin d'études secondaires honorable, un peu ce qu'était avant la guerre de 14 le certificat d'études primaires. Entre les deux guerres, quand le fiston avait le bac, c'était le ticket d'entrée dans la bourgeoisie, pour faire bref. Il serait officier, notaire, médecin, je ne sais, mais il était sauvé. Aujourd'hui, c'est transféré à bac plus 2, 3 ou 4. C'est soit numerus clausus, soit prépa grandes écoles, soit... Enfin, d'une façon ou d'une autre, l'écrémage se fait plus tard. Mais on conserve cette illusion que le bac est à la fois ceci et cela. Alors, soit on le donne à 76% des gens, on ne se demande pas pourquoi 100% d'ailleurs, hein, soit on a compris qu'on n'aurait pas plus de médecins que de malades, plus d'officiers que de soldats, sauf peut-être dans une armée mexicaine caricaturale, avec plus de généraux que de soldats, si vous voulez. Bon. Alors, c'est une hypocrisie qui fait que tout le monde accepte ce qui est un fossile un peu, en quelque sorte, mais tous les ministres se heurtent à cela, de droite comme de gauche d'ailleurs, parce qu'il faudrait donner un coup de pied dans la fourmilière, et les résistances sont énormes. Ouais, mais ça, on ne peut pas le reprocher à Claude Allègre, parce qu'il les a donnés, ces coups de pied, quand il est arrivé à la fourmilière, et puis il s'est fait... Quel coup de pied? Il a dit qu'il allait dégraisser le mammouth. Il a dit qu'il y avait de l'absentéisme. Il a engagé plus de 150 000 nouveaux salariés du système. Il a dit qu'il y avait de l'absentéisme, il s'en est pris à certaines méthodes d'enseignement de la part des profs, et il s'est très vite attiré, d'ailleurs, les foudres du syndicat majoritaire. Résultat, il ne fait rien, pratiquement rien, comme ses 25 prédécesseurs. Chaque fois qu'un ministre arrive, il dit ça va mal, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais faire une réforme et vous allez voir ce que vous allez voir. Ils l'ont tous fait. Seulement, au bout de 3 ans, il y a un nouveau ministre qui dit ah ça va mal et qui fait une autre réforme. Ce qui fait qu'on est incapable même de juger les réformes de M. Fouché, les réformes de M. Chevènement, les réformes de Jospin. Tout ça, c'est accumulé et on ne sait pas ce que ça donne. Et ils ne font rien parce qu'ils sont paralysés. C'est vrai par les syndicats, c'est vrai par la tradition, c'est vrai par le pouvoir. Et maintenant, il y a un ministre, qui était plus malin que les autres, qui a dit, écoutez, les professeurs sont jamais contents, mais on va leur donner l'autonomie. Comme ça, ils font ce qu'ils voudront. C'était Jospin qui a donné cette autonomie, ce qui est une monstruosité, puisque maintenant, chaque enseignant a le droit d'adopter les méthodes qu'il veut, que ce soit dans le primaire, pour apprendre à lire, ce qui est quand même sidérant qu'un instituteur, maintenant on ne doit plus dire instituteur, on doit dire un professeur des écoles, puisse choisir la méthode qu'il veut pour apprendre à lire aux enfants. Est-ce que vous préconisez, vous, c'est le retour aux valeurs traditionnelles, à l'enseignement traditionnel, l'enseignement traditionnel? Tout le monde sait, tous les spécialistes vous disent que pour apprendre à lire à un enfant, la méthode syllabique, c'est-à-dire d'abord les voyelles, puis les consonnes, puis les syllabes, et à former des mots, il faut 4 à 5 mois pour apprendre à un enfant à lire. Un enfant maintenant passe 3 ans en maternelle, 5 ans en primaire, c'est-à-dire 8 ans dans le système scolaire, et on vous apprend qu'il y en a 40% qui, à l'entrée en 6e, ne savent pas lire. Je dis, revenons aux méthodes qui ont fait pendant des années et des années leurs preuves. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas pour ce débat. Vous voulez ajouter votre grain de sel? Ça explique pourquoi certains écrivains... Ah, ben voilà. Et puis je voulais dire, mais simplement pour le bouquin de à bas les élèves là. Oui. Mis à part, moi je suis pas sérieux, je rentre pas dans le débat, c'est pas mon truc. Celui de Philippe Milner. Si vous voulez vous éclater de rire, moi là on l'a tous lu dans l'équipe, on se le repasse, on se le souligne et tout, c'est à éclater de rire. Si vous voulez vous changer les idées et tout, j'ai pas lu un truc drôle comme ça depuis des années, c'est vraiment génial. Enfin bon, au niveau prof, je sais pas si vous avez du talent, mais au niveau de 2 ans, le problème est réglé, c'est fini. Ça c'est génial. Ouais, non, c'est très très drôle. Bon, qu'est-ce que vous avez aimé cette semaine? Alors moi,
il s'est passé un petit miracle parce que ça fait quand même quelques années que j'essaye de lire de la littérature cubaine. Et puis bon, je suis tombé sur Zoé Valdés, ça m'a gonflé. Enfin moi, Cuba, c'était très mode. Hein, en ce moment, c'est un peu le chip branché. Là, Cuba, on fait machin. Et alors là vient de paraître chez Métayer, ça s'appelle Parle-moi un peu de Cuba de Jesús Díaz. Alors là, c'est une merveille. Bon, en plus, c'est l'histoire de deux frères. Il y en a un qui est parti de Cuba. Ils ont deux prénoms, c'est tragique. Il y en a un qui s'appelle Staline et qui s'appelle l'autre Lénine. Donc Lénine, il se tire. Lénine, il se tire parce qu'il a compris, il finit clown célèbre. Mais Staline, il attend parce qu'il est amoureux, il a une super nana à la Havane, donc il tient à rester quand même parce que c'est bien les États-Unis et puis les bicyclettes de luxe, mais bon, la fille, c'est pas mal non plus. Et à la fin, quand même, il en a marre parce qu'il est dentiste et il finit portier, donc quand même. Et alors, il va rester, il va se tirer chez son frère, il va être sur la terrasse et bon, il raconte sa vie à Cuba. Et ça, c'est un livre extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait pas de la littérature pour se faire frimer, enfin. Et c'est vraiment Cuba, moi, c'est la première fois que je vis ce que ces gens vivent. Et alors, vous regarderez plus les objets comme vous, parce que là, on est tous à geindre, on n'a que 2 vélos, on n'a que 2. Et là, il y a un passage sur un VTT, c'est un morceau d'anthologie, vous regarderez plus jamais les objets pareils, et vous arrêterez de vous plaindre. Alors, il y a plein de choses là-dedans, il y a plein d'humour, il y a de l'amour, il y a du sexe, c'est extraordinaire. Moi, je vous conseille ça s'appelle Parle-moi un peu de Cuba. Jesús Díaz. Faut tout lire de Diaz. Bon, là, je vous donne le programme pour 15 jours. Hein, donc, l'année dernière était paru Les yeux secs de Arnaud Catherine. Alors, si vous en avez un peu marre des neuneux médiatiques à cheveux longs qu'on vous file en ce moment partout, Les yeux secs, il avait sorti ça l'année dernière, qui était un des trucs les plus chocs que j'ai lus depuis très longtemps, qui était l'histoire de ces 2 gosses pendant une guerre civile, qui voient le cadavre de leurs parents dans la maison et qui vont essayer de s'en tirer et tout, de se tirer de cette guerre. Ça, c'était, si vous l'avez pas lu, ça s'appelle Les yeux secs, et c'est un jeune, il s'appelle Arnaud. Chez J'ai lu, c'est pas cher, et si vous aimez pas lire, vous essayez ça, c'est absolument fantastique. Et moi, j'étais sûr qu'il allait se péter au 2e bouquin, parce que je me disais, quand on écrit ça et qu'on a 25 ans, on peut pas faire mieux, quoi. Il allait se péter, vous voulez dire qu'il allait se ramasser, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Donc, on allait s'ennuyer ferme au 2e, quoi. Et j'ai lu ça s'appelle L'invention du père. Alors, je me suis dit, c'est encore un qui se regarde le nombril, son papa, ils ont rien d'autre à faire, donc. Et non, pas du tout. L'histoire, elle est très simple. Son père meurt en Espagne et enfin, il sait pas qu'il est mort. Il va en Espagne et il va réinventer son père. Alors comme ça, c'est très classique, mais c'est une force extraordinaire. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement parce que les papas, en ce moment, je trouve on parle beaucoup des mamans, mais ils disparaissent un peu de la circulation. Et lui, il va réinventer son père. Il va faire croire à sa mère que son père n'est pas mort. Il va le réinventer. Et c'est un livre. Alors, il n'y a pas d'effet. C'est de ligne claire. C'est comme en BD. C'est absolument chaque mot à sa place. C'est pas frimeur. Lui, il passe pas à la télé tous les 5 minutes, mais je vous jure que ça vaut la peine. Pas de mal de ceux qui passent à la télé, parce que sinon on va plus avoir. Ouais, non, mais il faut donner la place aux petits jeunes, comme on est là pour ça tous les deux. Donc ça s'appelle Arnaud Catherine, ça s'appelle L'invention du père, c'est chez Vertical, c'est une très bonne. J'ai encore le temps. Alors, Journal d'un cœur sec. Oui, on en avait parlé. Et voilà. je voudrais redonner un petit coup de booster à ce bouquin, parce que c'est la suite de Le portrait de Dorian Gray. Si vous n'aimez pas Dorian Gray comme moi, ou si ça vous a ennuyé, c'est pas très très grave. C'est pareil, on dit que les jeunes maintenant savent plus beaucoup écrire ou qu'ils font dans le. Là, pas du tout. C'est d'un classicisme redoutable et c'est un livre hyper chiant. Il n'y a pas d'autre mot, parce que vous prenez votre crayon et vous dites, il faut que je souligne pour me souvenir de cette phrase. Vous reposez votre crayon, vous retournez une page, vous ressoulignez le truc en disant, il faut que absolument que... Et tout le livre, comme ça, vous allez le souligner en disant, il faut que je réfléchisse à cette phrase. C'est vraiment, c'est très très rare. C'est chez Phébus, c'est Mathieu Terrasse, c'est Journal d'un cœur sec. Dorian Gray, c'est pas chiant du tout. Oui, mais moi j'adore Oscar Wilde, mais le seul qui m'a... Oui, mais je voudrais dire, si vous l'avez pas lu, c'est pas grave. Je veux dire, on peut le commencer, vous effrayez pas. Et puis bon, parce que chez nous, c'est la fête des pères toute l'année. Vous l'écrivez comme vous voulez. C'est Sapieri, ça vient... Alors, je pourrais vous raconter une histoire. Je peux pas vous l'ouvrir, parce que même qu'il est peut-être un peu tard, mais enfin... Même à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Bon, c'est ce qu'on peut appeler les plus belles fesses de la bande dessinée française. Ils ont... Parce qu'on voit en couverture, pour l'instant. Ouais, je peux pas... Oui, bon, et encore là, c'est pudique, on a laissé le bas. Et donc, vous précipitez, c'est peut-être pas à la portée de toutes les bourses, ça vaut 209 francs, donc c'est pas donné non plus, mais parfois ça fait du bien, et puis ça peut aider dans certains cas, c'est presque, ça devrait être remboursé par la Sécu pour certaines personnes. Et juste un truc, je voudrais vous présenter l'un des plus grands livres de l'année, c'est Le Dernier No Tombe, et alors je vais essayer de trouver mieux la prochaine fois, celui-là il fait 20 cm. En tout cas, il marche très bien en librairie. Il paraît qu'ils ont dépassé les 150 000 exemplaires. Je préfère le pâté de foie, je préfère le foie gras au pâté de foie. Elle a beaucoup de talent, cette jeune femme, et pour longtemps, parce qu'elle a, je crois, encore une vingtaine de livres dans sa valise. Et elle en a déjà publié 8. Oui.
Chez Albin Michel. Moi, je vais vous parler de 3 personnages qui sont morts comme ça. Donc là, il n'y aura pas de délit de complaisance avec qui que ce soit. Ce journal de Marie Bashkirtseff que je trouve formidable, qui vient d'être publié à l'Âge d'Homme. C'est une jeune femme formidable parce que elle était féministe, bien sûr. Elle travaillait à La Citoyenne, mais enfin, elle n'avait pas eu un grand succès littéraire malgré le soutien de Barès, de Maupassant. Et alors, dans ce journal, elle dit des choses